Bonjour. J'ai le plaisir d'introduire cette séquence consacrée à la politique de la ville. La politique de la ville, c'est un engagement historique de la Caisse des dépôts depuis plus de 40 ans, dans le cœur de nos missions d'intérêt général. C'est un engagement fièrement repris par la Banque des territoires, qu'il a aussi placé au cœur de son engagement pour réduire les fractures territoriales. Pourquoi ? Parce que la politique de la ville, ce sont 1500 quartiers qui concentrent les 10% de la population les plus démunis. Parce que ce sont des quartiers qui ont besoin d'investissements très importants, qu'il faut financer. Et ce sont des investissements sur le temps long des projets urbains et le temps long nécessaire pour amortir ces dépenses. Or, le temps long, c'est le cœur du métier de la Banque des territoires, investisseur de long terme. Concrètement, notre action, c'est le financement via les fonds d'épargne des projets sur les territoires. Depuis 2014, nous avons prêté plus de 3,5 milliards pour financer la construction, la réhabilitation de logements dans les quartiers, la création d'équipements publics. Et par ailleurs, ce sont plus de 400 millions d'investissements directs dans des projets pour développer l'activité économique, développer les services, l'emploi pour les habitants. Alors là, la diversité des projets est telle qu'on ne peut pas tous les citer, mais ce sont des projets de redynamisation commerciale, des hôtels d'entreprise, des bus France Service qui sillonnent les quartiers. Et ces projets, tout ça parce que la politique de la ville, c'est une politique globale qui exige de regarder le renouvellement urbain, le bâti, mais aussi la cohésion sociale, le développement économique. Tout doit fonctionner ensemble. Emploi, services et entreprises au service des habitants. Donc pour conclure, cette transformation globale des quartiers exige d'actionner tous ces leviers et c'est l'engagement de la Banque des territoires. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'intervenir devant vous en cette fin de matinée pour cette 3e édition du Printemps des territoires. Je crois sincèrement que c'est un événement qui permet justement d'établir du lien, un événement qui permet de partager des solutions et un événement qui permet de s'inspirer de ce qui marche dans nos territoires. Grand témoin, je le suis à double titre. D'abord en tant que ministre de la Ville, vous l'aurez compris, mais aussi en tant qu'habitante de 30 ans des quartiers prioritaires. Et c'est pour moi l'occasion aussi d'exprimer l'ambition commune que nous exerçons. Alors je vais juste retirer mon masque, ça va être plus simple aussi pour m'exprimer. Et donc pour moi, effectivement, c'est aussi l'occasion d'exprimer cette ambition commune qui nous anime pour nos territoires, cette ambition que nous portons pour les territoires fragiles de la République. Trop longtemps, nous avons considéré les territoires politiques de la ville comme des territoires qui concentrent des difficultés. Et la conviction que je porte en tant que ministre de la Ville, c'est que ce sont aussi et avant tout des territoires d'expérimentation, des territoires où se trouvent énormément de solutions. La crise nous l'a montré, ce sont des territoires qui sont capables d'être agiles, des territoires qui sont capables d'être résilients. Et pour cela, nous avons pris pour accompagner justement cette dynamique dans ces territoires un certain nombre de décisions. Et nous avons mobilisé l'ensemble du gouvernement qui a rendu des mesures extrêmement fortes, des annonces très fortes pour accompagner la dynamique de ces territoires lors du comité interministériel des villes qui s'est tenu le 29 janvier dernier. Et nous avons porté 2 priorités, en tout cas c'est celle que je défends, c'est-à-dire l'attractivité de ces territoires, mais également l'émancipation que nous devons accompagner pour ces habitants. Nous avons mis en place et annoncé des moyens inédits. Ce sont 3,3 milliards d'euros qui seront mobilisés au total, incluant le milliard, 1,1 milliard du plan de relance, pour permettre justement cette dynamique pour l'accompagner. Et ces mesures, elles sont très concrètes, elles sont très opérationnelles. Et je voulais faire justement le focus sur les deux priorités. D'abord, l'attractivité. Il n'y a pas de territoire
territoire attractif sans penser la sécurité, sans penser la tranquillité pour nos habitants. Et là aussi, je crois qu'il y a deux jambes sur lesquelles nous devons nous reposer pour que la sécurité puisse être un objectif atteint, c'est-à-dire évidemment la sanction avec plus de forces de police supplémentaires, une présence de nos policiers. Et donc nous avons annoncé 7 quartiers de reconquête républicaine supplémentaires. Ce sont plus de 180 forces de police. Au total, 1200 forces de police dans nos quartiers depuis le début de la législature et de la mandature. Et nous avons également annoncé des mesures en faveur de la prévention. Prévenir la délinquance juvénile. Je crois que tout le monde a assisté à ces derniers événements, à ces difficultés aussi que rencontrent nos élus sur le territoire, à cette insécurité que vivent nos quartiers et cette jeunesse qui est aussi en difficulté. Et donc pour cela, nous devons avoir une attention particulière pour la prévention. Et c'est pourquoi nous avons annoncé le déploiement de 600 éducateurs et médiateurs spécialisés dans nos quartiers. Il faut les accompagner, il faut aussi accompagner les associations, les élus. Et pour cela, nous avons aussi décidé d'avoir un fonds de soutien pour les associations à travers le fonds quartier solidaire et également reconduire les opérations quartier d'été. Je sais que les élus y sont très sensibles. C'est une attente très forte à laquelle nous avons souhaité répondre de manière positivement. Et l'attractivité, c'est aussi travailler sur le cadre de vie, c'est aussi travailler sur l'habitat indigne. Et là, nous avons un opérateur, une agence de l'État qui est très mobilisée, aux côtés des élus pour y répondre. Et cette agence nationale de la rénovation urbaine qui a su montrer à travers le premier programme toute la capacité à transformer un quartier, eh bien, nous avons souhaité là aussi aller plus loin, aller plus vite en abondant l'enveloppe qui est consacrée à la rénovation urbaine et passer finalement d'un budget en 2017 à 5 milliards, nous l'avons fait passer à 10 milliards et là nous l'abondons de 2 milliards d'euros supplémentaires pour porter cette enveloppe à 12 milliards d'euros. Cette ambition, c'est d'aller là aussi plus vite, plus loin avec les élus. C'est aussi de réétudier les dossiers qui ont été mis de côté parce que pas assez de financement. Et donc, l'idée, c'est bien celle-ci, c'est de transformer nos quartiers et venir en soutien à nos élus. L'attractivité dans les quartiers, c'est aussi la vitalité de son tissu économique. Je le disais, trop longtemps, nous avons vu les quartiers comme des territoires de difficultés, qui concentraient des difficultés. Eh bien, nous y avons répondu par un accompagnement social. Je pense qu'il est temps de changer aussi de regard et d'accompagner aussi la dynamique de créativité dans nos quartiers par une dynamique économique. Et c'est tout l'enjeu, et je tiens à vous l'annoncer aujourd'hui, en tout cas j'ai ce plaisir-là, d'annoncer le programme Quartier Productif que nous lançons aujourd'hui aux côtés de la Caisse des dépôts, de la Banque des territoires, de la BPI, de la NCT, tous ces acteurs mobilisés pour vitaliser nos quartiers, pour donner cette dynamique économique. Et là, 4 priorités se dégagent autour de ce programme des quartiers productifs. La première, c'est évidemment soutenir l'entrepreneuriat parce que nous savons que regorge des talents, la créativité, je l'ai dit, l'agilité, mais également le goût pour la prise de risque. Et donc là aussi, il faut accompagner cette dynamique entrepreneuriale. Les quartiers productifs sera un bon moyen aussi pour le faire. C'est aussi développer le commerce et l'artisanat. Trop d'élus nous ont dit que justement, il n'y avait pas assez de commerce dans leur centre-ville ou dans leur quartier, qu'il n'y avait aussi pas de diversification des commerces. Et Quartier Productif va venir aussi répondre à cela à travers le développement que nous souhaitons mobiliser et effectuer avec nos élus. C'est aussi
favoriser l'implantation d'activités productives nouvelles, là aussi pour revitaliser certains territoires. Et donc, nous l'accompagnons également à travers ce programme. Et c'est enfin accélérer la transition numérique. C'est un défi national, c'est un défi international, c'est un défi local également. Et pour cela, il faut accompagner cette transition et c'est ce que nous ferons également à travers Quartier Productif. Au fond, qu'il s'agisse d'ouvrir un pôle commercial, qu'il s'agisse de développer l'entrepreneuriat au féminin. Et j'ai encore eu l'exemple et l'illustration il y a quelques jours à quel point c'était important, à quel point c'était une demande forte. C'est aussi créer des espaces coworking. Eh bien, le label Quartier Productif permettra de faciliter, d'accélérer également la mise en œuvre des projets. Et pour cela, évidemment, il y a des partenaires que je tiens à remercier chaleureusement, je les ai cités, mais sans eux, nous ne pouvons pas effectivement aller jusqu'au bout de notre ambition. Mais je remercie évidemment le groupe de la Caisse des dépôts, la BPI, la Banque des territoires, l'ANRU également, qui participe à ce projet et qui le rend aussi concret, et également l'ANCT qui apporte toute son ingénierie et son appui. Et puis, l'autre grande priorité pour le gouvernement, pour nos quartiers, c'est l'émancipation. C'est faire en sorte que chacun ait les mêmes chances de réussir. Et pour ça, il faut avoir une attention, une ambition également très forte, parce que l'émancipation, elle se construit à différents niveaux, mais elle commence, je crois, dès l'enfance. Dès l'enfance, nous devons avoir cette attention particulière, et notamment nous commençons par les tout premiers pas dans la vie, et nous allons aller plus loin, nous allons développer le nombre de places en crèche et soutenir les élus dans cette démarche. Nous allons également déployer 46 nouvelles cités éducatives. Je sais que c'est un dispositif qui est extrêmement plébiscité de la part de nos élus. Et les cités éducatives, eh bien, là aussi, c'est un programme qui permet de sortir d'une logique de dispositif et entrer véritablement dans une logique de parcours de l'enfant jusqu'aux jeunes et jusqu'à l'insertion professionnelle. Et là aussi, nous savons que pour ce faire, nous avons besoin effectivement de l'appui des élus, de leur collaboration, et tous les programmes que nous proposons à travers les cités éducatives, à travers évidemment quartier d'été, quartier solidaire, nous le faisons avec les élus et pour les aider dans la tâche qui est la leur. Et l'émancipation aussi, c'est aussi par l'emploi qu'elle passe. Et pour cela, il faut là aussi, en dehors des dispositifs, et nous avons là aussi débloqué des moyens extrêmement forts, extrêmement puissants. Je pense notamment au plan Un jeune, une solution, mais c'est également tout ce que nous faisons en matière d'apprentissage. Eh bien, en dehors de cette logique de parcours, il faut aussi penser à la méthode. Et la méthode, c'est ce que nous faisons avec les cités de l'emploi. C'est justement coordonner tous les acteurs, favoriser ces synergies entre les acteurs, que ce soit les collectivités, les opérateurs de l'État, mais également les associations, les travailleurs sociaux et les médiateurs sociaux, et de faire en sorte que tout ce monde se parle pour, là aussi, créer une dynamique de l'emploi, amener les jeunes vers les dispositifs que nous mettons en place, et là aussi favoriser l'entente, l'écoute, et répondre aussi par des mesures très fortes et par des solutions fortes à chaque parcours individuel. Donc, pour réussir cette politique territoriale, nous pouvons également compter sur les partenariats étroits que nous entretenons avec un certain nombre d'opérateurs institutionnels, comme le groupe de la Caisse des dépôts, je viens de le rappeler à l'instant. Et nous signerons justement avec le groupe la convention d'objectifs pour les quartiers prioritaires qui lie l'État à la Caisse des dépôts. Et ce sont 225 millions d'euros qui seront consacrés sur une période de 3 ans à l'investissement dans nos territoires, à accompagner cette dynamique de territoire, à apporter de l'ingénierie sur les territoires. Et ça, c'est une ambition très forte que nous avons voulu renouveler et que nous avons même souhaité aller plus loin avec le programme Quartier Productif.
Je crois très sincèrement que toute l'action aujourd'hui que nous menons, eh bien, elle va dans le bon sens. Je dis toujours qu'il faut aujourd'hui peut-être redonner de la cohérence à l'action publique, lui redonner aussi du sens pour être beaucoup plus efficace. Et pour cela, elle ne peut passer que par une démarche partenariale entre les élus, entre l'État, entre les différents opérateurs, entre les acteurs institutionnels. Et cela, vous pouvez évidemment compter sur le ministère de la Ville, ma mobilisation la plus totale pour aller plus vite, plus loin dans cette démarche. Et en leur nom, en mon nom, en celui du ministère de la Ville, je veux à nouveau remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs qui travaillent avec nous. Je remercie toutes les équipes, évidemment, de l'ANRU, de la BPI, de la Caisse des dépôts, de la NCT et toutes les équipes d'Éric Lombard. Et je tiens vraiment à réitérer tout l'engagement que nous avons aujourd'hui sans faille pour nos habitants dans nos quartiers. Je crois que maintenant, il est temps de laisser des regards se croiser sur la politique de la ville et je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, je suis Costa Castrinidis, le directeur des prêts de la Banque des Territoires et notamment en charge de la politique de la ville au sein de la Caisse des dépôts. Je suis très heureux d'animer aujourd'hui cette table ronde, ce moment de regard croisé au cours duquel nous avons l'honneur d'accueillir Jean-François Copé, monsieur le ministre, monsieur le maire, merci d'être parmi nous aujourd'hui. J'ai également le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, qui nous fait le plaisir de venir échanger avec nous et nous accueillons avec joie Nicolas Grivel, directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU. C'est une belle opportunité que nous puissions échanger sur la politique de la ville aujourd'hui, puisque nous sommes dans un moment qui est un moment important pour la politique de la ville, à quelques semaines après le comité interministériel des villes qui vient de donner une impulsion soutenue et des moyens supplémentaires à cette politique essentielle. Et c'est également un moment important puisque dans quelques jours, nous allons signer une convention avec l'État pour renouveler les engagements de la Caisse des dépôts en matière de politique de la ville. Nous sommes un partenaire historique de cette politique depuis son origine et nous intervenons à la fois en tant que financeurs du secteur et des bailleurs comme des collectivités locales. Au cours des années passées, ce sont plus de 3 milliards de financements que nous avons octroyés, mais nous déployons également tous nos savoir-faire, les savoir-faire de la Banque des Territoires en matière d'ingénierie de projet et également en matière d'investissement. Et donc, au total, ce sont 225 millions d'euros de fonds propres que nous allons réengager pour les 3 années à venir. Je vous propose de démarrer nos regards croisés avec quelques mots de Nicolas Grivel pour qu'il puisse nous dire en quoi ce moment est historique, ce que les annonces du comité interministériel vont permettre et également, peut-être Nicolas, nous dire également en quoi le renouvellement de l'engagement de la Caisse des dépôts aux côtés de l'État et aux côtés de l'ANRU, avec qui nous allons également re-signer dans les prochains jours une convention, est important. Merci Costa, beaucoup de questions, mais quelques mots effectivement dans cette temporalité qui est la nôtre, qui est celle, je le signale parce que c'est peut-être pas ce qu'on voit le plus dans l'actualité, mais qui est celle de la fin du premier programme cette année et la dernière année de réalisation d'un premier programme qui a permis des réalisations, et je pense qu'on aura des illustrations avec Anne-Sophie et Jean-François Copé très abouties et très appréciées dans les quartiers. Et c'est effectivement l'année aussi de l'amplification du deuxième programme dont on a posé les débats ces dernières années avec des projets, 450 projets France entière. On avait 5 milliards il y a quelques années, on est passé à 10 milliards en 2017-2018 et le comité interministériel rajoute 2 milliards à cette politique avec un effet de levier dont on sait que c'est du x4. Hein. Donc on va avoir près de 50 milliards, tous financeurs confondus, sur ces 450 quartiers, sur des opérations qui ont déjà commencé. On en a quelques illustrations partout sur le territoire, mais qui vont s'amplifier très fortement au début de ce mandat municipal et dans les 10 années qui viennent, poursuivre la transformation profonde de ces quartiers. Donc grâce au soutien de l'État, d'Action Logement, des bailleurs sociaux, du partenariat avec la Caisse des dépôts qui est historique effectivement et très utile pour nous sur tous les volets et notamment sur le volet économique parce qu'on veut réussir la transformation de l'habitat, c'est essentiel, c'est le cœur de notre programme. Mais pour que ces quartiers changent et redeviennent attractifs, il faut réussir tout ce qui fait la ville et la qualité de ville dans un quartier. Et donc les services publics,
mais l'activité économique également, la qualité de vie et d'aménagement public, tout ce qui fait que quand vous vous installez avec votre famille, vos enfants, vous vous dites c'est là que j'ai envie d'habiter, c'est là que j'ai envie de rester, c'est là que j'ai envie de mettre mes enfants à l'école, et puis j'ai les services à proximité. Et donc tous ces éléments, l'ANRU c'est une aventure collective, on ne peut rien faire tout seul, on le fait avec nos partenaires nationaux, et on le fait aussi et surtout avec les acteurs locaux et les élus qui portent ces projets, leurs partenaires avec les bailleurs sociaux, parce que sans ça il ne se passe rien localement, et donc c'est cette envie collective qu'on a pu exprimer dans le cadre du premier programme et qu'on retrouve sur ces quartiers dans le deuxième programme. On a d'ores et déjà validé plus de 400 projets, plus de 10 milliards de concours financiers. L'impulsion supplémentaire qui nous est donnée là va nous permettre d'aller plus loin, d'accélérer et puis de répondre à des besoins qui se sont avérés très visibles dans la crise qu'on traverse. Les sujets de santé, les quartiers sont très exposés à ces thématiques-là. Et puis des sujets d'activité économique qui vont être cruciaux dans le contexte de la crise sociale et économique qui est devant nous. Donc sur toutes ces thématiques, on est vraiment ravis de pouvoir prolonger l'expérience qu'on a acquise ensemble et de le faire avec des partenaires très, très solides. Merci Nicolas. C'est vrai que notre conviction est que ces projets sont avant tout des projets de territoire et demandent à avoir un regard global. C'est important en cela, notamment pour les élus qui nous écoutent aujourd'hui, de bénéficier aussi du regard de certains pairs qui ont à leur actif des réalisations très, très concrètes, très efficaces. Et donc je vais céder la parole à Jean-François Copé qui a été extrêmement moteur dans la rénovation de ces deux quartiers politiques de la ville, que sont les quartiers de Beauval et de la Pierre-Collinet. Je crois qu'il y a quelques jours encore, des tours étaient démolis. Et j'aimerais que vous puissiez partager avec vos pairs finalement les facteurs clés de succès et peut-être les écueils à éviter quand on se lance sur des projets de cette ampleur. Alors écoutez, pour aller à l'essentiel, parce que je sais que le temps est compté, en réalité, il y a des politiques publiques sur lesquelles on tâtonne beaucoup. On n'est pas complètement au point, par exemple, aujourd'hui, pour éradiquer le virus. Mais en revanche, en matière de politique de la ville, c'est-à-dire de résorption des quartiers difficiles, en fait, on a trouvé la martingale gagnante. Le problème, c'est que y a ceux qui le font et ceux qui ne le font pas. Et ceux qui ne le font pas disent ça sert à rien. Alors que nous sommes quelques maires à l'avoir fait depuis un certain nombre d'années et avoir prouvé que ça marchait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut casser ce qui n'est plus habitable et il faut mettre le paquet sur la sécurité et la qualité de vie. Sinon, on ne peut pas y arriver. C'est-à-dire que plutôt que de se dire, tiens, pour résoudre le problème, on va mettre un jardin public, on va mettre un espace culturel, on va mettre une salle de sport, qui est un élément trop ponctuel, il faut tout faire en même temps et le faire sur la durée. Donc vous avez un tableau de bord, comme un pilote d'avion, vous avez l'écran sécurité, vous avez l'écran rénovation urbaine, la culture, le sport, le développement économique, l'emploi, l'insertion, les espaces verts, vous mettez tout sur la même ligne et vous démarrez tout en même temps. Et au fil des années, les choses se font. En matière de sécurité, c'est le préalable, vous ne faites rien sans sécurité. Il faut, ce que nous avons fait nous, et d'autres villes l'ont fait, des caméras de vidéosurveillance partout, des policiers municipaux armés, un partenariat avec le parquet, avec la police nationale, avec les éducateurs, quartier par quartier, immeuble par immeuble. En rénovation urbaine, il faut arrêter de vouloir rénover, changer les cages d'escalier ou mettre des balcons sur des tours qui sont totalement inhabitables. Il faut les casser. Ça prend du temps. Au début, on a l'impression que ça ne se fera jamais. Et puis au fil du temps, des années qui passent, les tours qui sont démolies sont remplacées par des immeubles de 4 étages. Il y a des espaces verts, il y a des caméras, donc c'est sécurisé. En plus, comme on dit à nos administrés, souriez parce que vous êtes filmés, donc du coup tout le monde se détend. Et puis on est surtout capable d'intervenir très vite quand il y a des problèmes. Et si vous ajoutez à ça une zone franche, comme nous l'avons fait il y a quelques années, qui détaxe les entreprises qui embauchent des gens du quartier, qu'à la place de la tour que vous démolissez, vous commencez par mettre un espace vert au lieu de remettre un immeuble, qu'à la place de la suivante, vous mettez un espace culturel, là où il n'y avait pas de culture du tout, avec une salle de spectacle qui fait tous les genres et qui du coup est un message de considération, parce que la culture c'est un message de considération pour les habitants. Vous y ajoutez de la présence physique, des élus, des acteurs économiques, sociaux, administratifs. Vous êtes à l'écoute, vous êtes à la fois attentif au projet que vous faites, mais aussi à la souffrance des habitants pour essayer à chaque fois de trouver des solutions individuelles à des gens qui ne savent plus à qui s'adresser d'autres. Et tout d'un coup, vous créez de la considération, du lien, du respect. Et c'est plus la même ville, parce que c'est plus le même quartier. Et là où moi, j'ai pendant des années vu des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, du quartier de Beauval, à qui je disais qu'est-ce que vous faites le samedi, et qui me disaient le samedi on va à Meaux, parce que pour eux, ils n'étaient pas à Meaux,
eh ben on a cassé ces murs-là pour faire en sorte que les gens se sentent appartenir à une même ville. Et là où au départ j'étais le maire de 2 villes en une, parce que la moitié de la ville c'était le centre-ville avec la cathédrale, et puis l'autre moitié de la ville c'était Beauval et la Pierre-Collinet. La Pierre-Collinet, on l'a rasée, ça s'appelle maintenant le quartier Dunant. Il y avait 5 bars et 3 tours. Il n'y a plus rien de tout cela, c'est des immeubles normaux avec un parc naturel derrière. Et puis le grand quartier de Beauval, 20 000 habitants, où là, à force de casser les caravelles les unes après les autres, on retrouve du lien et de la volonté de vivre ensemble. Et on n'a plus la même ville tout en ayant la même population. Parce que j'insiste là-dessus, c'est bien la même population. Avec ses 27 nationalités différentes, avec des cultures, avec aussi pour moi un message de laïcité, de république tous les matins, parce que c'est indispensable que le maire rappelle ce que c'est que les droits et les devoirs, mais avec des gens qui sont fiers d'habiter à Meaux, qui sont fiers d'habiter leur quartier et qui, il faut bien le dire, se parlent, s'écoutent, se respectent parce qu'ils n'ont plus peur les uns des autres. Merci, merci Monsieur le maire. Je vous propose de passer la parole à Anne-Sophie Grave, peut-être pour illustrer ces enjeux du point de vue d'un bailleur, un bailleur particulièrement actif sur les questions de rénovation urbaine. Peut-être qu'Anne-Sophie Grave, tu peux nous partager à la fois vos réalisations, mais aussi nous dire comment un bailleur doit diversifier ses interventions pour pouvoir appréhender les différentes dimensions que Jean-François Copé rappelait. Oui, merci Costa. Donc peut-être dans un premier temps rappeler aussi quelle est la dimension du renouvellement urbain chez CDC Habitat, puisque l'ANRU 1, ça a été 124 projets, 1,7 milliard d'investissements, 8 000 démolitions, 8 000 reconstructions, 16 000 réhabilitations. Et puis l'ANRU 2, ça sera 50 projets supplémentaires et à peu près 10 000 logements concernés. Donc oui, aujourd'hui, on est vraiment une partie prenante engagée des projets urbains avec des savoir-faire. On a beaucoup appris aussi avec l'ANRU 1. On va mettre ces savoir-faire, au service maintenant de l'ANRU 2. Et puis, je voudrais aussi peut-être prendre le prisme de la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'on recherche à la fois avec le plan de relance une accélération des projets, et on se félicite des moyens complémentaires donnés à l'ANRU, mais aussi aujourd'hui on exécute ces projets d'une certaine façon dans un contexte très différent. Je vais prendre l'exemple de la concertation avec les locataires, qui est complètement essentiel dans l'acceptabilité d'un projet. Mais il faut qu'on soit innovant, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des grandes réunions de concertation. Et néanmoins, si on veut accélérer les projets, il faut continuer à faire de la concertation. Et bien donc on invente autre chose, des réunions en pied d'immeuble, des habitants relais. On peut aussi quand même continuer à travailler à la maison de projet. Je pense aussi qu'à l'aune de la crise sanitaire, des réflexions sur les modes d'habiter demain, la nécessité de prendre en compte davantage encore qu'hier les usages me paraît complètement essentielle. Donc l'association des habitants sur des espaces délaissés, sur demain des jardins partagés, des espaces de rangement. On a un exemple à Bordeaux, la Benauge, où on a fait travailler une sociologue avec les habitants et ça a permis effectivement sur des locaux communs de pouvoir créer une recyclerie, une boutique solidaire, des usages en fait qui correspondent en fait aux attentes des habitants, des ateliers aussi d'auto-réhabilitation pour vraiment engager les habitants avec nous dans ces rénovations. On fait aussi appel à des étudiants sur de la colocation solidaire. Ça permet aussi de mixer un peu les habitants des quartiers et qui viennent apporter aussi eux-mêmes leur propre implication dans le projet, qui peuvent faire du soutien scolaire, qui peuvent faire de la sensibilisation à des éco-gestes. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on est en crise sanitaire, c'est quand même plus compliqué, parce que les échanges sont plus compliqués. Le relogement, qui est quand même une grande composante pour pouvoir derrière démolir, c'est quand même plus compliqué. Sur l'emploi et le développement économique, puisque c'était aussi un des thèmes de cette table ronde, je voudrais aussi dire que on est très investi sur ces quartiers, puisqu'on a créé, ce qu'on a appelé des antennes Axel, en fait, qui réunissent tous les acteurs institutionnels ou associatifs pour en fait aller chercher les personnes les plus éloignées de l'emploi. Et avec ce dispositif, on a 37 antennes aujourd'hui sur des quartiers en ANRU. Et avec ce dispositif, aujourd'hui, on a pu voir 7000 personnes, qui n'est pas rien, et 17% en fait ont retrouvé un emploi ou une formation. Donc on est aussi un acteur engagé sur l'emploi.
Et puis je voudrais aussi compléter mon propos peut-être avec un sujet dont on parle moins souvent dans les dossiers de renouvellement urbain, mais qui néanmoins est très important si on veut aller jusqu'au bout d'un projet, comme disait Jean-François Copé, ce sont les copropriétés dégradées. Parce que très souvent, on a quand même plutôt bien su traiter le patrimoine des bailleurs, mais sur l'ANRU 1, on a su moins bien traiter les copropriétés dégradées. Et donc CDC Habitat, en fait, a créé CDC Habitat Copro pour venir en fait intervenir dans ces copropriétés dégradées, donc en se positionnant soit sur des conventions d'urgence, c'est-à-dire on vient acquérir en fait des logements pour permettre en fait à la copropriété de se redresser. On les porte pendant un temps et sa vocation en fait à être revendue ensuite une fois que la copropriété s'est redressée. Ou si la copropriété est vraiment dans une situation tellement difficile qu'elle ne pourra pas se redresser, dans ce cas-là, on est plutôt sur alors, ce qu'on appelle du recyclage, c'est-à-dire effectivement le bâtiment sera amené à être démoli et donc il faut accompagner le relogement également des copropriétaires. Ce sont des démarches longues. Voilà, de longue haleine, mais c'est important aussi d'être présent sur les copropriétés dégradées. Tout à fait, c'est vrai que la problématique de l'habitat privé est une dimension aussi qu'on regarde en termes de financement, puisque nous avons aussi la possibilité d'octroyer des financements pour accompagner les collectivités dans la rénovation du bâti privé. Alors, enfin, si je peux juste dire un mot là-dessus, je crois que c'est extrêmement important parce que ce qui a été finalement l'une des grandes explications des difficultés de ce qu'on appelle les quartiers sensibles, c'est qu'il n'y avait pas de diversité du tout, pas de mixité sociale. C'est la plupart du temps 80 voire 100% de logements sociaux et il reste quelques îlots de copropriété privée, comme le dit Anne-Sophie, qui sont alors complètement livrés à elles-mêmes et effectivement le poids des charges fait que petit à petit ces immeubles se dégradent de plus en plus et paniquent littéralement les propriétaires qui espéraient pouvoir transmettre ce bien à leurs enfants. Donc moi je suis complètement d'accord, une vraie priorité à faire là-dessus parce que après il sera trop tard et il va y avoir un décalage absolument énorme avec les nouvelles reconstructions privées à la place des Tours qui vont être de bon niveau, les logements sociaux qui vont être de bon niveau dans les nouveaux immeubles et à côté de ça ces copropriétés qui peuvent devenir y compris des sources d'insécurité. Donc je pense que c'est très important d'ajouter cet élément-là. Je ne peux qu'abonder sur ces éléments. Non pas qu'on n'ait rien fait sur le premier programme, mais c'est plus compliqué, plus lourd, plus cher quand on est sur le parc privé. Et ça a été plus ponctuel, effectivement, avec une focalisation sur les quartiers qui concentrent, pour le coup, sans logement social, mais qui ont que des copropriétés dégradées. On avait sur le plateau de Clichy-Montfermeil. On le retrouve maintenant sur le bas Clichy avec le chêne pointu. On le retrouve à Grigny 2 maintenant très, très fortement. Et donc, c'est des sujets qui sont très lourds, mais on retrouve effectivement aussi des situations où c'est la copropriété ou les copropriétés qui peuvent être les ensembles qui restent à l'arrière de ce qui par ailleurs a été rénové de manière très forte. Et donc c'est une intervention très nécessaire, très difficile, y compris d'un point de vue juridique, financier. Il faut faire parfois des scissions de copropriété, etc. Mais sur lesquels on a besoin de partenaires très engagés. Et la présence de CDC Habitat est pour nous très précieuse là-dessus, parce qu'il faut des opérateurs qui savent faire. Et c'est pas si facile que ça. Donc on est aussi très présent et très en partenariat avec l'ANA sur ce sujet. Nous venons sur les cas les plus difficiles et sur lesquels la copropriété n'existe plus à la fin de l'intervention. Soit qu'elle devienne du logement social, soit qu'elle soit démolie en tant que telle. C'est un axe assez fort dans le cas du plan initiative copropriété également. Alors peut-être quelques mots pour conclure ces échanges. C'est vrai qu'on est confronté à une crise économique sans précédent qui frappe assez durement ces quartiers où on note une paupérisation accrue des habitants dans certains territoires. Et en même temps, en vous entendant, il y a des messages d'optimisme forts. On voit que les solutions existent et qu'en se mobilisant ensemble, on peut y arriver. Oui. Enfin, pour moi, le premier message optimiste dans cette période de crise, c'est qu'on est en France. Et que bien sûr qu'il y a des problèmes de précarité, il y a des inquiétudes très fortes, mais ce qui est formidable en France, c'est qu'il y a des solutions pour tout le monde. Et qu'on arrête de nier cette réalité quand on compare avec les autres pays d'Europe ou les autres pays occidentaux en général. Moi, je vois bien que toute situation qui m'est présentée par un de mes administrés en termes de précarité, de logement, de problèmes d'insécurité, de problèmes d'emploi, nous avons des structures pour y répondre. Alors je ne suis pas en train de vous dire que c'est le nirvana, mais il y a des réponses, il y a un accompagnement personnalisé, humanisé. Vous ne trouvez pas ça dans les autres pays. Et donc je pense qu'il faut vraiment dire cela, parce que nos concitoyens, ils ont perdu même la conscience de cette réalité, qu'il y a une organisation en France qui accompagne les plus démunis beaucoup plus qu'on ne le croit. Et ça, je pense qu'il faut le dire, parce que ça concerne en particulier ces quartiers.
Moi, je voulais aussi marquer un peu d'optimisme dans le dispositif qui est effectivement globalement compliqué. Mais sur nos sujets, sur notre périmètre stricto sensu, je pense qu'on a posé des fondations sur le nouveau programme qui ont été longues à poser, qui ont été difficiles, mais qui sont saines au sens où on a de la matière, on a une amplification financière qui a permis d'aller sur des projets de qualité et ambitieux. Et donc, on a devant nous des années de transformation positive, compliquées. Mais là où il y aura une volonté et un volontarisme fort des acteurs locaux, on sera là pour les accompagner avec cette capacité, cette expérience qu'on a acquise collectivement et des vrais impacts positifs pour les habitants. Oui, alors je vais rester sur la tonalité positive, mais c'est vrai que ce qu'on voit, nous, sur les quartiers sur lesquels on intervient, et je reviens effectivement au contexte qu'on vit en ce moment, bah, c'est que les habitants, au contraire, ils sont impatients à ce qu'on intervienne, et ils ne veulent surtout pas, effectivement, qu'il y ait de ralentissement dans les interventions, mais bien au contraire, qu'on accélère, mais en étant, effectivement, fortement accompagnés, associés, ayant leur mot à dire. Et ça, je pense que c'est fondamental, parce que c'est ça qui fera la réussite demain. Et puis, aussi, je rebondis aussi sur les propos de Jean-François Copé tout à l'heure, qui est aussi cette mixité de fonctions et cette diversité de l'habitat. Je pense que c'est aussi la clé essentielle pour la réussite de ces grands projets de transformation demain. Et comme l'ANRU 1 l'a largement démontré. Merci. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois chaleureusement et à vous souhaiter une très bonne continuation pour la suite de ce printemps des territoires. Merci beaucoup. Merci. La Banque des Territoires aujourd'hui est un partenaire des programmes politiques de la ville et consciente de la situation dans les quartiers et notamment de la paupérisation accrue du fait de la crise. Dans le cadre du plan de relance national, elle intervient sur différents volets. Et donc pour les quartiers prioritaires de la ville, c'est plus particulièrement sur le volet logement, à travers ses offres de financement des bailleurs sociaux, financement de la rénovation et de la réhabilitation, et notamment de la rénovation thermique des bâtiments. Elle intervient également sur les questions liées à la redynamisation, et la redynamisation notamment des commerces, à travers le programme 100 foncières, dont une grande partie des foncières sera déployée dans les quartiers politiques de la ville. C'est réparer ce qui ne fonctionne plus ou ce qui ne fonctionne pas. Donc dans le cas présent à Choisy-le-Roi, et sur le quartier sud, c'est un quartier des navigateurs qui est fermé sur lui-même, un quartier qui n'est pas ouvert sur la ville, un quartier qui manque de mixité. À la fois, il n'y a que du logement locatif social. C'est aussi remettre le quartier dans les nouveaux enjeux, notamment le changement climatique. C'est demain de faire un quartier qui est adapté au changement climatique et qui respecte les ressources. Notre engagement, c'est de répondre à une nouvelle forme d'aménagement plus mixte, plus diversifié, plus équilibré, d'éviter aussi les longs déplacements de la zone résidentielle vers la zone de bureaux. C'est ça l'engagement du territoire, c'est ça l'engagement des quartiers prioritaires et c'est ça ce que la Banque des Territoires soutient, cette mixité, emploi, entreprise, habitat. Le programme quartier productif, en fait, ça part du constat que le renouvellement des quartiers,
Ça exige un effort particulier sur le développement économique. Du coup, l'idée c'est de renforcer nos efforts. C'est une task force en fait à plusieurs avec l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ANRU, BPI France, Pôle emploi et nous, qui avions commencé à identifier une série de territoires pilotes pour voir comment est-ce qu'on pouvait mieux les accompagner. On se dit peut-être qu'on peut refaire un autre centre, une autre pépinière d'entreprise par exemple, mais il faut regarder son modèle économique. Donc là, on accompagne, on refait des études parce qu'il faut bien caler la faisabilité économique financière des projets et on voit comment est-ce qu'on va avancer. Aujourd'hui, d'avoir nos bâtiments qui sont pensés avec des rez-de-chaussée, avec des activités qui peuvent être mises en place, c'est vraiment notre but, d'avoir une proximité, une commerce de proximité, un travail qui est fait avec nos habitants. On a envie d'avoir un lien entre la proximité et nos habitants sur tous nos commerces pour créer de l'emploi surtout. Qu'il y ait une certaine proximité avec les habitants, que les habitants n'aient pas toujours besoin d'aller à 2 km, 1,5 km pour ne serait-ce qu'acheter leur baguette de pain. Et on entend bien préserver le lien social, en tout cas dans nos quartiers. Là, on voit qu'on s'occupe de nous, on s'occupe des habitants. J'attends qu'on élève la ville ainsi que les habitants sur Choisy-le-Roi s'élèvent aussi. Voilà, on termine avec cette matinée avec le très beau projet d'Orly. On a eu une matinée incroyablement riche avec un président de région, François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire, qui devait expliquer comment cette crise et ce plan de relance étaient traversés. On a eu de belles phases sur le climat avec le maire de La Rochelle qui montre qu'on peut avoir une stratégie bas carbone à l'échelle d'une commune. On a parlé de l'attractivité des cœurs de ville avec le maire de Douai, avec le maire de Laval. On termine avec Jean-François Copé sur la grande question de la politique de la ville. Écoutez, une matinée très très riche. Revenez cet après-midi. Cet après-midi, on reparle du climat avec Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, Nicolas Dufourc, Claire Vaison d'Engie, un grand groupe énergéticien engagé dans la transition énergétique. Et puis, de nouveau, des élus, le maire de Bastia sur le tourisme, le maire d'Évaux-les-Bains. Vous ne connaissez pas, je suis sûr, Évaux-les-Bains, c'est dans la Creuse. Et franchement, son projet vaut le déplacement. Tous ces projets, on les revoit cet après-midi. Mais avant que vous partiez déjeuner, parce qu'on se retrouve à 2 h, regardez juste ce qu'on vous envoie. On va vous emmener très très loin, en Outre-mer, car la Banque des territoires, c'est la banque de tous les territoires. Et dans un Outre-mer qui n'est pas très bien connu, Mayotte, le département d'Outre-mer, sur le logement. Et vous allez voir, le logement à Mayotte, ce n'est pas le logement à Orly. C'est très très différent. À très bientôt, je vous retrouve à 2 h. Dans le logement, on revient de très très loin. Il faut savoir que le logement social tel qu'il est connu ailleurs, nous l'avons commencé ici à peine en 2011, les premières livraisons. En l'espace de 10 ans, nous comptons tripler notre parc. Donc c'est une véritable révolution, en tout cas ces 40 dernières années. On est à la fois financeur avec des prêts long terme que nous faisons à la Société immobilière de Mayotte. L'objectif, c'est que la CIM puisse avoir un développement harmonieux et équilibré justement sur les prochaines décennies. Nous faisons entre 45 et 50 millions de prêts long terme par an. Et nous accompagnons également la Société immobilière de Mayotte par des prêts court terme pour faciliter le financement d'un certain nombre d'opérations et accompagner ses besoins en trésorerie. La Banque de territoire fait partie de nos actionnaires. Ils sont au cœur même du dispositif. Ils connaissent nos programmes, ils connaissent la programmation. Donc ça, je pense que c'est plutôt un avantage d'avoir un partenaire actionnaire en même temps banquier également.